J'ai confiance, il y a ANV COP21, des jeunes qui sont vraiment engagés, Extinction Rébellion. Bon, avec cette crise sanitaire, on a entendu de beaux discours, on a lu de superbes envolées qui laissaient croire que l'avenir allait être plutôt dégagé. Mais je pense que c'est les politiques qu'il faudrait dégager d'abord, et pour redonner un petit peu d'avenir à notre planète et aux citoyens qui trouvent vraiment une place sans avoir à se battre sans cesse pour des choses tellement évidentes que tout le monde sait, y compris les politiques, mais que personne ne veut voir. Quatrième et dernier épisode consacré au collectif Non à Val Tolosa. Alors que 14 décisions juridiques sont allées à l'encontre de ce projet, tout semble indiquer qu'il devrait être abandonné. Pourtant, en mars 2021, le promoteur a décidé une nouvelle fois de faire appel. Ce dossier, en apparence, est terminé. Très clairement, ça fait 15 ans qu'on est en procédure, 15 ans que les décisions se succèdent en faveur des opposants, mais au jour où je vous parle, le dossier n'est pas abandonné, puisque des procédures subsistent encore. Nous sommes encore en appel, autant sur le volet environnemental que sur le volet urbanistique. Donc je ne peux pas vous donner une réponse définitive sur où en est-on de ce projet. Simplement, je pressens que ce dossier devrait être définitivement clôturé. Alors, si ce n'est pas la juridiction qui met un terme, je pense que ça sera quand même le cas dans quelques années, ça devrait être le pétitionnaire qui devrait se faire, je pense, une raison sur la suite qu'il doit donner à ce centre qui n'existera certainement jamais. Je pense qu'ils ont conscience que ça ne se fera pas. Bon, d'ailleurs, on avait vu qu'au niveau des rapports, leur rapport financier d'Unibail, du coup, l'entreprise qui veut faire le centre commercial, ils ont retiré des projets en cours à Val Tolosa, donc je pense qu'ils ont acté que le projet ne se ferait pas. Maintenant, ils se retrouvent avec un terrain, ils doivent réfléchir qu'est-ce qu'ils vont en faire, et je ne sais pas, peut-être qu'il y a un calcul là-dedans, je ne sais pas. Qui se bat dans ce dossier? En fait, il y a eu effectivement Unibail, il y a le groupe Unibail-Rodamco qui se bat puisque c'est le porteur du projet, le propriétaire également des parcelles d'emprise du projet, mais nous avons également la municipalité, la mairie de Plaisance-du-Touge qui se bat aux côtés du pétitionnaire. Alors il y a plusieurs explications sur, on va dire, cet acharnement procédural, puisqu'au final, si on a pu un temps taxer finalement les opposants de harcèlement procédural, aujourd'hui on se demande si on n'est pas passé de l'autre côté, puisque à force d'obtenir gain de cause, finalement c'est le porteur du projet et la mairie qui ne cessent de ressolliciter la juridiction pour tenter toujours d'essayer d'avoir une décision favorable qu'ils n'obtiennent jamais. Alors pourquoi cet acharnement de la mairie et d'Unibail? Peut-être parce qu'il y a d'autres enjeux, certainement le devenir de ce terrain. Que va-t-on faire de ces presque 60 hectares qui sont aujourd'hui laissés à l'abandon? Je pense que la mairie doit défendre ce projet uniquement parce qu'elle a délivré des autorisations. Et qu'elle doit des comptes au porteur du projet qui en bénéficie, et que si on s'apercevait in fine que les autorisations sont illégales, est-ce que Unibail n'aurait pas là un moyen de se retourner contre la mairie? Une action en responsabilité n'est pas complètement inenvisageable. Et Unibail-Rodamco se bat parce que je pense qu'ils ne savent pas quoi faire de ce terrain et ont besoin de savoir un petit peu où ils mettront les pieds et comment ils peuvent vendre un terrain qui aujourd'hui est invendable. Ce sur quoi je suis parti dans ce collectif, avec Progresso au départ, parce qu'on était tous les trois au départ, moi ce qui m'a fait bondir hors de moi, c'est quand j'ai découvert qu'il marquait en toutes lettres, parce que ça je l'ai gardé encore, il n'existe aucune vue paysagère. Il n'existe aucune vue paysagère. Bien.
Quand vous allez sur le plateau, partant relativement découvert, tout ça, eh bien vous avez la chaîne des Pyrénées qui vous apparaît, quoi. Alors ça m'a été insupportable qu'on aille écrire ça, qu'on se serve de ça pour pouvoir bâtir un truc, aller donc foutre tout en l'air, quoi. Alors qu'il y avait une puisagère extraordinaire qui est la chaîne des Pyrénées. Et on aurait tendance à penser, peut-être naïvement, que le droit de l'environnement allait être de plus en plus rigoureux, de plus en plus strict, pour éviter justement les dérives auxquelles nous assistons et qui malheureusement nous semblent aujourd'hui un peu inextricables. Et nous n'avons plus vraiment beaucoup de remparts, on va dire, pour lutter contre les projets. Et c'est là où le travail est de plus en plus complexe, intéressant intellectuellement, puisque l'avocat va devoir faire preuve de plus en plus on va dire, d'idées. Il va devoir être un peu novateur dans les actions qu'il va mener et se servir des quelques outils dont il dispose encore pour essayer de convaincre les juges. Voilà. Mais de l'autre côté, si on veut être un petit peu optimiste, on peut voir quand même des juridictions de plus en plus sensibles à ces questions environnementales. Parce qu'il n'y a pas que le droit, il y a aussi ceux qui construisent la jurisprudence, donc à travers les décisions qui se succèdent. Et parfois, on a de très bonnes surprises. On a des juges qui entendent certains discours et vont comprendre les textes dans un sens particulier plutôt que dans un autre. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on reproche à des textes d'être mal rédigés, mais tout dépend de la manière aussi dont on les fait parler. Si Unibail annonce qu'il abandonne, il ferait preuve d'intelligence pour la première fois, donc déjà on pourrait l'applaudir. Et je pense qu'on devrait faire ce qu'on appelle une concertation, qui n'est pas dans le dictionnaire des politiques, et demander aux citoyens ce dont ils ont envie sur cet espace-là. Après, nous, on s'est engagé à s'opposer à la construction d'un centre commercial, donc est-ce qu'on serait légitime pour provoquer des débats citoyens? Pourquoi pas? Après, pas les influencer, parce que même dans le collectif, beaucoup de gens ne sont pas d'accord sur ce qu'on pourrait éventuellement faire. Mais je pense qu'on pourrait aussi ne rien en faire et regarder la nature reprendre ses droits. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, le mieux, ce sera de la laisser telle qu'elle est. Voilà. C'est souvent quand on nous a dit, mais vous voulez faire quoi à la place? On a dit, et si on faisait rien? Ça, ce sera ma proposition à moi. Parce que je pense tout simplement nous avons besoin d'espaces naturels dans la périphérie d'une grande métropole comme Toulouse. Finalement, ce centre commercial, c'est un combat local, à notre portée, contre cette mondialisation qu'on déplore et contre cette consommation à tout crin. Et voilà, c'est un bel exemple local qu'on peut combattre avec nos moyens. J'aurais vécu l'espace de cette encoche dans l'écorce du temps. Dans ce trait furtif, passion, doute, erreur. Petit trait noir que la mousse va recouvrir dedans mon sang. Ma sueur, mes élans qui tapent aux tempes avec la violence de l'unique. Je suis un fruit d'arrière-saison qui a failli ne pas voir le jour. Progresso marin, 1944-2016. Le prochain épisode de La Graine de lutte sera consacré à l'acronyme GP2I, pour Grand Projet Inutile et Imposé. Pour cela, nous irons à la rencontre de deux géographes, Léa Sébastien et Rémi Bénos. Léa Sébastien est maîtresse de conférences en géographie à l'université Toulouse-Jean Jaurès et chercheuse au laboratoire CNRS Géode. Elle a coécrit un ouvrage interdisciplinaire, Résister au grand projet inutile et imposé, de Notre-Dame-des-Landes à Bure. Rémi Bénos est géographe. Enseignant-chercheur à l'université d'Albi, il a coécrit un ouvrage, Dictionnaire critique de l'Anthropocène.